Donc, je remercie beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Et d'abord, quand on a pensé à cette intervention, à cette présentation, et on avait une question qui c'est pourquoi, en tant qu'ergonome, on avait l'intérêt pour l'économie et aussi pour l'économie de la fonctionnalité, plus précisément pour l'économie de la coopération, et pour l'économie de la fonctionnalité de la coopération. D'accord? Bon. Et hier, on a parlé, on a évoqué dans la table ronde des questions, par exemple, concevoir la conception, changement de temps d'intervention ou un processus ininterrompu par étape ou la conception pas à pas. L'organisation réflexive, faire une expérience, une réflexion à partir de l'action. Christian a évoqué les mutations structurelles qui existent indépendamment de la volonté de chacun. La chaîne de valeur ou la filière, les nouvelles économies, l'économie circulaire qui s'est coincée dans la chaîne de valeur. Donc plusieurs de ces questions nous ont interrogés et on a pensé dans cette présentation en 3 questions. D'abord, les limites des interventions intra-organisation en ergonomie, élargir les périmètres de l'intervention du modèle économique comme contexte dans la plupart des interventions en ergonomie, il n'y a pas longtemps, au modèle économique comme un objet de transformation en ergonomie, l'intérêt pour l'économie de la fonctionnalité et de la coopération comme démarche élargie d'intervention multidisciplinaire et les constructions des écosystèmes coopératifs territoriaux. Et finalement, l'intervention et la transformation des rapports de production et on développe ce qu'on appelle la conception organique. Voilà. Bon, quelques repères historiques sur l'histoire de l'ergonomie. C'est massivement au sein des entreprises que l'ergonomie s'est développée. L'ergonomie s'est construite dans les limites des entreprises. D'ailleurs, c'est dans des entreprises qui ont beaucoup de contraintes, de restrictions pour le développement du travail. Et les postes de travail, les espaces, les rythmes, les technologies, l'organisation, et ce qu'on appelle depuis longtemps des confinements par actuel, même Daniel Loup, Pascal Beguin, etc. Mais même si on prend dans les premiers bouquins de Guérin la fonction intégrative de l'activité ou les modèles de régulation, on s'aperçoit que l'économie n'est qu'un contexte dans ces modèles. L'anthropotechnologie de Wisner, c'était déjà, à notre égard, une expansion de l'objet de l'ergonomie, mais au-delà de l'ergonomie. Et essayer de travailler sur le tissu social, le tissu industriel, etc. Si on regarde aussi dans Casamian, l'ergonomie et l'écologie humaine, ça posait aussi des questions à propos de l'économie. Si l'enjeu est celui de l'émancipation au travail, il faut dépasser la logique de l'adaptation. Il y aura toujours des choses à faire dans les entreprises sur les conditions de travail. Mais il faut dépasser cette logique.
sortir du périmètre de l'entreprise et ça demande un changement d'échelle et surtout de nature d'intervention. Si on veut parler de démocratie au travail et démocratie sociétale, comme nous parle Christian qui est là. Ces inquiétations elle vient surtout des nouvelles rationalités d'action, des nouvelles approches d'intervention auprès des acteurs hétérogènes. Et ça nous amène à penser dans des interventions que nous menons, qui sont en cours à ce moment au Brésil. Une première intervention sur le secteur agroalimentaire et tout un questionnement sur la chaîne de valeur, les enjeux logistiques, la pression sur les stocks, qui produit les valeurs ne capte pas les valeurs monétaires de cette production. Les activités de chiffonniers menées surtout par Francisco Lima, on appelle catadores, et les rapports très forts avec les consommateurs dans ces activités. Et aussi dans l'industrie du pétrole, qu'on amène depuis ma thèse en 92, on amène plusieurs interventions. Et à ce moment, une intervention sur la sécurité industrielle qui montre, surtout dans les activités de maintenance, un service, la logique de service dans la production industrielle et la manque de coopération entre les organisations qui met en danger la sécurité. Donc, ce sont à partir de ces interventions qui sont en cours qui ça nous amène à penser ces changements des périmètres et aussi cette dimension économique qui est très présente dans ces interventions. Bon, j'ai fait mention ici à un numéro spécial de la revue Work, qui est l'introduction qui a été faite pour Béguin et Marianne Cerf. Et on a un papier dans ce numéro spécial et on parle toujours de territoire comme échelle d'analyse et d'action. On parle de la porosité des entreprises à leur environnement, les différences entre les secteurs, pétrole, l'agriculture, les petites entreprises, la nécessité de coordination et coopération avec d'autres acteurs qui sont proches. Bref, l'entreprise n'est pas le seul espace dans lequel c'est prescrit, et se définit et se négocie les conditions de travail. On parle aussi d'une évolution structurelle, la croissance des activités de services, l'articulation entre les entreprises et leur environnement. Ça, c'est très visible dans les activités des chiffonniers et leurs relations avec les consommateurs. On parle aussi de l'enjeu des sociétés et les conséquences de plus en plus visibles de la production humaine et des chaînes de production mondiales sur l'environnement, sur la société. Donc, il faut élargir le périmètre de l'analyse. Le territoire, il y a aussi, c'est vrai, il y a des dimensions spatiales, politiques, culturelles, production sociale, dans une perspective constructiviste. Mais il y a aussi la coopération et les acteurs multiples et hétérogènes, relations entre l'humain et non-humain, le territoire comme une dimension stratégique pour nos interventions. Bon, dans ce qui a été dit hier, des changements structurels qui modifient beaucoup
les conditions de notre développement. Je parle ici de la mondialisation et financiarisation et généralisation des chaînes de production, l'hyper-développement de l'industrie et des ruptures écologiques, quoi. La spécificité qui a été dit hier par François Houbaud sur la spécificité des rôles de services dans la dynamique économique, les rôles stratégiques des ressources matérielles et la généralisation du numérique, et comme vient de parler aussi Corinne et Valéria. Tous ces changements structurels montrent des impasses importants dans les modèles économiques actuels. Les défis environnementaux, l'épuisement des ressources, les pertes de sens du travail et répondre aux défis sociétals, les inégalités sociales, les revenus suffisants, le chômage, etc. Quelle alternative, quelle référence pour des transformations? Donc là, la coopération au sein des organisations, entre les organisations et entre les organisations du territoire. C'est bien la proposition de l'économie de la fonctionnalité de la coopération. Le travail, c'est au centre de tout ça. Et donc, les 4 piliers de l'économie de la fonctionnalité, c'est le travail, peut-être c'est ça, notre intérêt, quoi, notre liaison très forte avec ce modèle, ce modèle économique, quoi. La centralité du travail, la dynamique servicielle, l'importance stratégique des ressources matérielles et enfin la construction des écosystèmes coopératifs territoriaux et une gouvernance étendue entre plusieurs acteurs. Donc, c'est ce modèle qui nous a beaucoup intéressés et qu'on utilise comme référentiel ou comme doctrine dans les interventions, surtout dans le secteur de l'alimentation à Rio. Donc, on a réfléchi quand même comment, dans nos interventions, comment ça peut se faire cette transformation de rapport, et on commence à penser en ce que ça peut être, on appelle la conception organique. C'est l'intervention, au-delà des transformations empiriques, immédiates, sur les conditions matérielles et organisationnelles du travail, pour changer les rapports de pouvoir, dépasser les antagonismes et la compétition en développant la coopération et les relations de confiance. Donc là, la coopération au sein des organisations et de la production doivent remplacer la compétition instituée par les marchés. Ou comme on a dit hier, il faut sortir du marché en promouvant la coopération entre les producteurs associés, entre les producteurs et les consommateurs au niveau de la société et dans le cas de l'alimentation, par exemple, entre les restaurants et les producteurs. La coopération est le point de passage obligé pour opérer des changements pertinents des conditions de travail, y compris sur le plan plus technique, pas un objectif, n'est pas un objectif en plus, mais les résultats d'un apprentissage collectif, y compris pour nous les intervenants, et aussi la condition de réussite des transformations techniques, matérielles ou organisationnelles. Donc, le but de cette conception, de cette façon de penser la conception, c'est amplifier les espaces d'autonomie et instituer la coopération à tous les niveaux. Même s'il s'agit d'élargir l'espace des interventions aux dimensions économiques et territoriales, en cherchant
à construire des transformations à portée sociétale, comme la démocratie sociétale proposée par Christian. Et notre propos est plus humble, se limitant à l'intervention au niveau du travail et dans les organisations. Nous y voyons la condition nécessaire de toute transformation sociétale et pensons que des dimensions macro-sociales peuvent déjà être repérées dans les transformations au niveau du travail. Et au niveau de l'organisation ou dans nos situations, nous avons développé des concepts qu'on trouve très opérationnels. D'abord, les interventions sont beaucoup plus efficaces quand on adopte cette démarche de conception organique dans laquelle les experts internes font une immersion prolongée dans l'organisation et opèrent une inversion entre l'expérience de travail et conception, entre production et projet. Deuxièmement, la base pour cette immersion et inversion expérience-projet puisse fonctionner est la formalisation de plus en plus poussée de l'expérience par l'analyse de l'activité, y compris par la création des objets intermédiaires de la conception, ce que nous appelons configuration d'usage. Pour conclure ma partie et aller vers les textes que mon collègue a envoyés, et je vais finir sur la conception organique. Pourquoi cette notion? Les méthodes participatives sont insuffisantes pour réinsérer les usagers, plus précisément la pratique d'utilisation, au centre des processus de conception, parce que ceux-ci acceptent comme un donné de départ la séparation entre projet et production ou l'usage. Dans sa forme actuelle, la rationalité du projet prédomine sur les réels de la production et de la vie quotidienne, en s'appropriant des ressources importantes, en dictant sa temporalité et même en définissant les demandes et les problèmes prioritaires. Il ne s'agit pas, par conséquent, de permettre la participation des usagers dans les processus de conception, mais de réinsérer les projets dans la production et la reproduction quotidienne. Alors, le chemin, c'est vers un processus de conception recentré dans la production au lieu d'un design centré sur la production. L'ergonome au service des acteurs sociaux. Quelques caractéristiques que nous sommes en train de remarquer et qui on trouve que c'est important dans ce qu'on appelle la conception organique. La nécessité de passer au monde des conceptions organiques pour pérenniser ces liens et mettre les experts internes au service de la production. Alors, d'abord, le rôle de ce qu'on appelle gatekeeper, c'est un VR ou traducteur entre les deux mondes techno-scientifiques ou des experts et l'interne de l'organisation ou du territoire. Quand on a des gens qui sont dans les territoires, dans les entreprises, et ces gens jouent un rôle très important dans ces interventions. Le rôle de l'expert externe, un rôle d'écoute, de construction des liens internes entre des fonctions étanchées. La institutionnalisation du REX comme des espaces réflexifs et d'apprentissage organisationnel. La formation d'une équipe interne comme une condition d'appropriation des méthodes et de pérenniser les mouvements de changement enclenchés. Et la place de l'analyse de l'activité, de la construction, de l'intervention, son appropriation et sa pérennisation. Bon, je passe à ce que Chico m'a envoyé aujourd'hui
Et il a mis dans des textes que je vais vous montrer. Mais nous voudrions terminer cette conférence par une problématisation de la nature de l'économique. Sans cela, on ne peut pas mesurer les difficultés de cette transformation. Sans faire un bilan de façon dont l'économie se présente dans l'ergonomie, nous nous limitons ici à signaler quelques repères qui sont aussi bien une valeur de reconnaissance historique de cette relation que des difficultés pour les intégrer. Ces difficultés sont déjà posées dès qu'on considère la double nature du travail lui-même. Activité créatrice, expression de l'autonomie relative du travailleur, ce qui l'ergonomie a toujours reconnu, mais aussi une activité aliénée, source de souffrances, de maladies et d'accidents. L'aliénation du travail est souvent laissée en suspens quand l'ergonomie reconnaît l'intelligence et le savoir opératoire des travailleurs. Récemment, dans la nouvelle édition du bouquin Comprendre le travail pour le transformer, Guérin et d'autres collègues ont souligné explicitement la nécessité de prendre en compte la question de l'émancipation humaine, toujours en tension avec le travail aliéné. Cité, je les cite. Cette tension, c'est là que c'est écrit, si elle a été identifiée, quoique très inégalement par notre communauté, n'a pas été suffisamment approfondie et ce faisant, les méthodes, les appuis et les stratégies pour faire quelque chose de cette tension ne sont pas assez solides ni visibles. Une des raisons, selon les auteurs, est, on les cite, une certaine difficulté à saisir toutes les dimensions du problème, les implications de sa résolution au plan économique et sociétal. Jusqu'alors, pour surmonter ces problèmes, les ergonomes ont opéré localement. On peut dire que les ergonomes ont œuvré à tenir un bout d'une émancipation dans le travail, mais plus difficilement celui de l'émancipation par le travail qui révèle de travailler et requiert un renversement global des paradigmes de production et sociétaux à l'œuvre. Il est certainement significatif que des propositions semblables aient été formulées et dès le début de l'ergonomie de l'activité, il y a déjà 50 ans, par Pierre Casamian, qui opposait le travail autonome au travail aliéné, celui-ci étant considéré l'objet de l'ergonomie. L'ergonome, dit-il, l'ergonomie, dit-il, est l'étude scientifique du travail aliéné. L'aliénation commence alors cette œuvre d'une personne doit être partagée entre plusieurs. Donc, l'une prend le rôle de commander les autres. Car la hiérarchisation, supprimant la communication, le chef ne connaît jamais les besoins de ceux qu'il dirige. Casamian nommait cela d'aliénation primaire. L'aliénation se complète lors de la direction adoptée, lorsque la direction adopte des objectifs, par exemple économiques, contraires à ceux de l'exécution. Ce qu'il lui nomme des aliénations secondaires.
Devant ces doubles aliénations pour Casamian, l'ergonomie aurait-elle aussi une double fonction? Pour régler les problèmes d'aliénation primaire, il propose une ergonomie de la communication capable de faire communiquer l'expérience vécue de l'opérateur et les savoirs abstraits du concepteur. Mais, je le cite, lorsque l'aliénation de type secondaire, c'est-à-dire, en somme, voulue par la direction pour accroître la production et les profits de l'analyse ergonomique demeure, du moins dans l'état actuel des normes de notre société, dépourvu des sanctions pratiques. Le travail peut être décrit à plusieurs niveaux, mais ce qui frappe, c'est la cassure béninte qu'on peut constater entre une explication à un niveau socio-économique et une explication au niveau naturel comme activité de transformation et d'appropriation de la nature par l'homme. Tout se passe comme s'il manquait un barreau dans l'échelle d'explication. En ce sens, l'activité de travail en situation est le moyen, pensons-nous, d'articuler ces deux niveaux. D'une part, sur les versants de la production socio-économique, en analysant comme une unité contradictoire du processus de valorisation du capital et du processus de travail. D'autre part, sur les versants naturels, comme unité contradictoire du processus de travail et du processus de homisation. Ces propositions, au fond, correctes, sont restées de nature principielle, sans retombées théoriques, méthodologiques et pratiques dans la discipline. Après un demi-siècle, on peut constater que cette situation n'a pas changé. Et c'est la même quand la question de l'aliénation au travail et de l'émancipation humaine soit présente dans les textes ergonomiques. Cette apparition épisodique, et nous le pensons, révélatrice des limites posées par l'économique aux connaissances et interventions ergonomiques. Merci. Surtout pour l'accent brésilien. Mais j'ai fait l'effort de mettre pour que vous puissiez lire. Corinne, Valéria. Merci.